On va s'attaquer à quelque chose qui n'a encore jamais été fait, reconstituer le pont qui franchissait le Rhône au Moyen-Âge et qui a été un lien fort entre les deux rives. Cette idée est née à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, où nous présentions le travail de numérisation et de restitution du chœur effondré de l'église dans un dispositif de réalité augmentée. Bon, on avait encore quelques programmes, mais il y avait déjà l'église, le tombeau du pape, la chapelle des fresques, et on se disait qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et quelqu'un a dit mais il y a le pont d'Avignon. Alors tout le monde a éclaté de rire, et puis progressivement l'affaire a fait son chemin, et on a monté le projet qui a démarré dans les têtes fin 2009, début 2010. L'instant de la première idée, c'est d'utiliser la réalité augmentée qui est la façon de superposer au réel le virtuel, qui rendrait visible le pont dans sa globalité, alors qu'aujourd'hui il ne reste que 4 arches qui ont du mal à évoquer les 900 mètres de cet ouvrage d'art imposant pour l'époque. En tant qu'historien, la première fois où j'ai regardé cet ouvrage, j'ai tout de suite pensé à cette époque de grand développement économique, de foisonnement culturel. Donc c'était une émotion très forte de me retrouver face à celui qui allait devenir l'objet de mes études. Moi je suis allemand et ma première rencontre est certainement la chanson que j'ai connue à l'époque de ma formation à l'école primaire. Évidemment, je pense que c'est ce qui saisit tout visiteur, cette idée d'un pont qui se termine dans le néant. Et qui, quand on ne connaît pas l'histoire, intrigue sur qu'est-ce qu'il a été, pourquoi est-ce qu'il a été détruit, où est-ce qu'il menait. On voit plus que son absence. Un pont qui mène nulle part n'est plus un pont par définition. Et donc, ce pont, emporté par les flots, emporté par le Rhône qui a toujours été indomptable, m'a posé question. Le pont a été construit, terminé en 1185. Il a été à peu près définitivement abandonné aux alentours de 1660. Donc il a connu une activité à peu près de 500 ans. Autrefois, ce pont reliait des gens qui avaient plus tant envie d'être reliés, qui étaient là et qui s'observaient. Le pape d'un côté et le roi de France de l'autre. Pratiquement 2 États. Le pont est né avant tout pour permettre les échanges, pour faciliter les échanges commerciaux entre le royaume de France, situé sur la rive droite du Rhône, où se trouve l'actuelle Villeneuve-les-Avignon, et les terres d'Empire au XIIe siècle, et ensuite les terres papales. C'est à ces moments que le royaume de France et la papauté Avignon se parlent, si vous voulez, grâce au pont. Le pont d'Avignon a permis au XIIe siècle, bien sûr, de relier les deux rives, mais aussi d'assurer le développement de la ville de Villeneuve-les-Avignon à partir du Fort Saint-André. Et c'est ainsi que petit à petit la ville s'est construite avec tout le patrimoine qui nous a été légué par nos anciens. Selon la légende, un jeune berger de l'Ardèche, Bénézet, est guidé à Avignon par une sorte d'inspiration divine pour la construction de ce pont. Au-delà de la légende, ce qui nous intéresse ici, c'est de reconstituer l'histoire entière du pont. Une histoire de reconstruction perpétuelle, à partir de la fin du XIIe siècle, jusqu'à son abandon.
Aussi, au centre de notre intérêt sera le pont, pas considéré uniquement comme un instrument pour passer d'une rive à l'autre, comme un lieu de passage, mais comme un objet historique à part entière, comme un enjeu avant tout politique, économique, social, mais aussi topographique. Notre idée, c'est de constituer un corpus, toute la documentation qui nous permette de retracer l'histoire du pont, documentation historique, dans les riches archives de l'œuvre du pont, et les sources iconographiques nous donnent des images à des moments très précis de l'état du pont. C'est vrai qu'il y a toute cette histoire qui était inscrite autour du pont. Toute cette histoire d'une vie, la vie d'un quartier, la vie de commerçants, la vie de mariniers, toute cette vie du fleuve et du rocher qui est au-dessus. Avignon, c'est le seigneur du fleuve à cause du rocher qui le domine et qui domine le pont également. C'est évidemment une longue histoire, un vécu qui est fait de destruction, de reconstruction, de restauration très ample, des blessures qui n'ont pas été guéries par la suite. Nous, on travaillera sur la forme physique du pont. Avec des moyens relativement sophistiqués qui sont des scanners laser, il va y avoir un clone numérique de ce qui existe aujourd'hui, aussi bien côté avignonnais, c'est-à-dire les 4 arches restantes, que côté villeneuvois, la tour Philippe le Bel. Le nuage de points, c'est le résultat de la numérisation, c'est-à-dire l'acquisition d'un ensemble d'informations 3D sur le site. Cet ensemble de données constitue un nuage, puisqu'il y a des millions d'informations, et on parle de nuage de points. Les sources iconographiques seront les sources principales en matière de géométrie, de reconstruction de la maquette numérique des 18 arches manquantes. On va s'appuyer aussi sur les connaissances qui ont été tirées de ponts de la même époque, en particulier le pont de Pont-Saint-Esprit qui est 80 km au nord et qui a fait un grand tort économique au pont d'Avignon au Moyen-Âge. Pont-Saint-Esprit a probablement déjà corrigé peut-être des défauts de conception du pont d'Avignon. Je dirais aussi tout simplement que le pont Saint-Esprit a probablement tenu compte d'une évolution de la technologie et du savoir-faire puisqu'il est plus récent. Au début de sa construction, le pont devait paraître aux yeux des contemporains comme un monument exceptionnel. Il faut se l'imaginer comme un chantier perpétuel. L'une des choses les plus marquantes du pont, quand on l'emprunte depuis la rive d'Avignon, c'est certainement cette halte à la chapelle qui est montée sur une des piles, avec ce culte dédié au fondateur légendaire Bénezet. La nuit, les portes de la ville étaient fermées, donc la chapelle permettait justement de passer la nuit aux pèlerins. Cette chapelle qui était une sorte de douane qui régulait le trafic sur le pont. Mais tout le monde pouvait passer sur le pont. Un pont certainement encombré aussi, selon les heures de la journée. Il faut imaginer qu'à l'époque pontificale, il y a une partie de la villégiature qui se trouve de l'autre côté. Imaginez que les gens devaient peut-être même se bousculer s'il y a des véhicules qui viennent en face.
À l'époque du pont d'Avignon, c'était le bras d'Avignon qui était le bras principal et qui a généré l'installation d'une activité portuaire sur Avignon, alors qu'aujourd'hui, le bras principal, c'est le bras de Villeneuve, par lequel transitent la plupart des convois qui remontent ou descendent le Rhône. On sait que l'histoire du fleuve a grandement influencé l'histoire du pont, puisque ces nombreuses destructions ont été dues en grande partie aux colères du fleuve. Donc là, on va se retrouver dans une situation extrêmement particulière de simulation d'un paysage disparu, donc d'un paléopaysage qui a été complètement gommé par les aménagements modernes du Rhône. Aujourd'hui, il est fortement canalisé par tout ce qui est barrage, tout ce qui est digue. Il faut imaginer donc que période médiévale, on avait beaucoup moins d'aménagement et probablement que le cours du Rhône avait forcément une bande active, c'est-à-dire un écoulement beaucoup plus large. « 1550-1850, cette période est appelée le petit âge de glace et elle est connue comme une période de refroidissement climatique dans toute l'Europe. Les glaciers ont réavancé, notamment dans les Alpes, et la conséquence directe sur les cours d'eau est une augmentation du débit des cours d'eau et donc une augmentation de la compétence, la capacité d'un cours d'eau à transporter des matériaux. Et il faut imaginer une grosse coulée de boue tout simplement, mais avec des matériaux très grossiers qui font jusqu'à 20-30 cm, avec une force énorme, c'est un débit très important qui fait que tout est emporté sur son passage et éventuellement bien sûr les ouvrages d'art tels que le pont d'Avignon. Ces îles qui ont une mobilité spatiale et aussi temporelle très forte, c'est-à-dire que d'une allée sur l'autre, ces îles peuvent avoir migré de plusieurs centaines de mètres, soit à gauche, soit à droite. La Barthelas, il y a quelques centaines d'années à peine, était beaucoup plus vallonnée, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'à la place du camping, nous avions des levées du Rhône, donc des monticules de sable qui faisaient jusqu'à plusieurs mètres de haut. Aujourd'hui, donc, nous avons ce camping qui est installé à l'aplomb même des piles du pont d'Avignon. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être très simple, on va aller faire des carottages dans l'enceinte du camping et notamment à proximité des terrains de tennis, jusqu'à environ 10 mètres de profondeur. Et l'idée est de pouvoir étudier l'ensemble des sédiments et de pouvoir caractériser l'énergie du Rhône au cours des derniers siècles. La géophysique, notamment des méthodes de ce qu'on appelle de résistivité électrique, va permettre de faire la distinction entre les sédiments du Rhône, plutôt non compactés, de géolocaliser avec une précision remarquable, au millimètre près, toutes les piles de pont recouvertes aujourd'hui donc par les sédiments de l'île de la Barthelas. L'association de plusieurs labos, c'est la nécessaire pluridisciplinarité de l'approche du projet. Une maquette numérique qui va être complètement calée sur les informations archivistiques et archéologiques et qui permettra, on va dire, une traçabilité de toutes les options de restitution qui auront été prises. La maquette, c'est la synthétisation en 3D de l'ensemble des connaissances. Il y a suffisamment d'éléments dans les archives, dans l'iconographie, pour proposer au public une restitution qui permette de passer d'une rive à l'autre. On peut rêver de traverser le pont à pied, j'en ai rêvé comme beaucoup. Alors aujourd'hui, il y a un nouveau projet qui arrive et je me réjouis qu'on puisse montrer à tout ce public qui s'intéresse au pont ce qu'il a été dans sa plus grande majesté et donner, grâce au 3D, l'impression de vivre le pont comme on a pu le vivre il y a quelques siècles. L'émotion qui va se produire, c'est par rapport à un objet qui n'existe plus, qu'on ne voit même plus,
de pouvoir visualiser une promenade sur le Rhône, même si on n'y est pas physiquement. Et ça, c'est aucune image antérieurement fournie par la photographie ou par la gravure ne pouvait apporter cette sensation qui est maintenant aujourd'hui permise grâce à la 3D. Et je pense que c'est ça qui sera quelque chose d'excellent pour le visiteur si on arrivait à reconstituer au moins une, voire deux, trois formes du pont, plusieurs points de vue, carrément centrés sur le visiteur, point of view, de pouvoir s'avancer sur le tablier du pont actuel et passer imperceptiblement de la réalité actuelle à la réalité augmentée en regardant, en faisant ce chemin coudé par la Barthelas et en progressant vers la tour Philippe le Bel ou dans le sens inverse vers le palais des papes. Donc ça, évidemment, ce serait quelque chose d'extrêmement passionnant puisque bon, on ne peut pas reconstruire le pont, mais on peut le faire vivre de cette manière. On voit très bien que ce qui pouvait être un chef-d'œuvre au XIIe siècle devient un chef-d'œuvre scientifique au XXIe siècle. Donc je crois qu'on est dans la continuité de la créativité, de l'innovation de l'homme et avec aussi la réalité de l'identité de nos racines.